Vas-y, c'est parti. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça y est, on s'est enfin décidé à sortir un épisode sur les JO de Tokyo. Bon, vous vous demandez sûrement pourquoi on a mis autant de temps à sortir cette vidéo. La réponse est très simple, c'est que je n'ai aucun droit sur les images des Jeux Olympiques. En tant qu'athlète, je n'ai pas le droit de les utiliser pour les mettre dans cette vidéo. Donc je vais quand même vous faire part de mon expérience aux Jeux Olympiques, mais il n'y aura pas de vidéo, que des images pour vous dire un peu mes sensations et un peu comment ça s'est passé. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu le voir dans le doc Corps et âme que j'ai mis sur ma chaîne YouTube et qui est passé sur France TV, je m'étais pété le mollet 2 mois et demi avant les Jeux. Et j'avais tout fait pour faire une rééducation la plus rapide possible et franchement, 1 mois avant les Jeux, je pétais la forme. Tous les voyants étaient au vert pour faire une grosse performance. J'ai fait le voyage jusqu'à Tokyo et j'avais vraiment une petite gêne au dos. On est arrivé à Kobe, une ville pas loin de Tokyo, pour un stage d'entraînement juste avant les Jeux pour se faire au décalage horaire. Quand j'ai repris l'entraînement, j'ai fait une séance de sprint, j'ai senti que mon dos me gênait un peu, mais encore rien de grave et c'est vrai que je faisais du kiné et je m'inquiétais pas. De toute façon, à ce moment-là, quand on arrive à une semaine des Jeux, on se pose plus de questions et peu importe ce qu'on ressent, on essaye de se mettre une confiance en soi tellement énorme que peu importe les douleurs ou quoi, on sait qu'on sera là le jour J. Le problème, c'est que le 3e jour, j'ai senti tout simplement un énorme pincement pendant que je faisais de la pliométrie. Et cette douleur, qui était au début qu'une gêne, j'ai senti que c'était un énorme blocage. C'est-à-dire qu'au matin du 4e jour à Kobe, je ne pouvais même plus enfiler un slip tellement j'avais mal au dos. Il fallait que je m'allonge pour le mettre. À ce moment-là, on a une semaine des Jeux et je vous avoue qu'il y a très peu de place pour le doute. Même si je suis complètement bloqué du dos, je me dis que ça va aller mieux. Forcément, je suis obligé de me dire ça, sinon c'est la panique à bord et on remet tout en question. Donc on travaille, on a plein d'exos pour améliorer ça, mais le fait est qu'avec l'attention des Jeux Olympiques qui arrivaient, toute cette pression autour de cet événement, c'était très difficile de relâcher quelque chose qui s'était bloqué, alors que d'habitude j'arrive plus facilement à le faire. Les jours s'enchaînent et c'est vrai que ça va de mieux en mieux, mais à part une séance de sprint que je fais 4 jours avant l'épreuve, je n'ai fait aucune musculation et aucune épreuve du décathlon. Pour être honnête, c'est hyper compliqué de se dire qu'on arrive à diminuer une compétition qu'on prépare depuis 5 ans, mais à un moment donné, il faut vivre dans l'instant présent et ne pas être défaitiste tout simplement parce que c'est comme ça en fait. Peu importe ce que je faisais, j'avais cette douleur et peu importe ce qui se passait, j'allais participer aux Jeux Olympiques. Dans ces moments difficiles, je repense tout le temps à la phrase que dit Gandalf à Frodon dans Seigneur des Anneaux 1. Quand Frodon lui dit qu'il aimerait que l'anneau ne soit jamais venu à lui, que rien de tout ceci ne se soit passé. Gandalf lui répond avec beaucoup de sagesse. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Et donc dans cet état d'esprit, mon équipe et moi, jusqu'au départ du 100 mètres des Jeux Olympiques, on fait tout pour que je sois au mieux dans l'un des plus grands rendez-vous de ma vie. On arrive donc sur le stade d'échauffement le mercredi matin. Pour être honnête, j'avais 0 doute. Peu importe ce que j'ai, je sais que je vais réussir à passer au-dessus de cette douleur pour pouvoir m'exprimer à mon plein potentiel. J'arrive aux 100 mètres, très concentré, avec plus aucun doute. Je ne pense qu'à une chose en fait, c'est que toute la forme que j'ai accumulée jusqu'à maintenant, je l'utilise dans la bonne direction. C'est-à-dire que d'un point de vue technique, que je sois irréprochable. Pour être honnête, dans cette course, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait un très bon départ, je me suis pas relevé, j'ai mis toute mon énergie dans les bonnes directions. Je passe aux 60 mètres, je bats mon record, je fais 6,81 alors que mon record c'est 6,85, donc c'est quand même une bonne course. Mais le fait est qu'avec le grain de sable qu'il y avait dans la mécanique, plus j'avance dans la course, plus ma foulée s'allonge, plus je me relève, plus mon problème est handicapant. C'est-à-dire que je termine avec un temps en 10,68 alors que j'avais battu mon record sur le 60 mètres. C'est-à-dire que les derniers 40 mètres, je décélère énormément. J'ai pas réussi à maintenir la vitesse aux 60 mètres parce que tout simplement mes hanches étaient beaucoup plus bloquées que d'habitude. Un temps très décevant, 10,68. Mais en même temps, c'est un temps qui peut me permettre d'espérer beaucoup de choses vis-à-vis de mon décathlon parce que je sais que j'ai une petite marge par rapport à mes adversaires et que rien n'est perdu.
On arrive au 100 longueur et pendant que je prépare mes marques au 100 longueur, Damian Warner fait sa course et égalise son record, c'est-à-dire le record du monde en décathlon sur 100 mètres. Donc autant vous dire que je me disais que j'avais un peu de marge sur mes adversaires. Je commence à me dire que Damian Warner est là, donc on a une grande pression qui monte au-dessus. Du coup, j'ai une mesure, je mesure mes marques. En général, en compétition, comme on est plus en forme et surtout en grand championnat, on recule de 3 pieds à peu près, c'est-à-dire à peu près 1 mètre, parce qu'on est plus en forme et que nos foulées sont plus longues. C'est là qu'on voit aussi que mon handicap était énorme ce jour-là, puisque j'ai avancé de 2 mètres. Donc 3 mètres de différence par rapport à un championnat normal. Je vais pas vous cacher, c'est énorme, c'est incroyable. Rien que ça m'a fait perdre un peu confiance dans mes capacités à pouvoir faire un saut en longueur normal. J'arrive au premier essai, je le mords. Donc j'assure mon deuxième essai en essayant d'être loin de la planche, en accélérant un peu les jambes, et je fais 7,50 mètres. Très frustrant en se disant que comme ça j'ai fait 7,50 mètres parce que déjà ma course était beaucoup plus courte et donc beaucoup moins rapide. Mais en plus j'ai fait 7,50 mètres en assurant, donc ça veut dire que même avec ce handicap de foulée, je pouvais sauter très loin. Et au troisième, j'essaye de tout donner et je fais n'importe quoi et je fais 7,20 mètres et quelques. Enfin bref, beaucoup de préparation à la longueur, beaucoup d'espérance de battre mon record. Comme le 100 mètres, très frustrant. On arrive au lancer du poids. C'est peut-être le point le plus négatif de mon décathlon. Je savais avant même d'y aller que mon dos allait m'handicaper énormément puisque dans la préparation d'un lancer de poids, il y a une flexion de hanche, une flexion de colonne et bien sûr c'est ce qui me faisait le plus mal. Donc je savais que ça allait être très dur et en effet ça a été très dur. Peu importe avec une ceinture lombaire, etc. J'ai galéré de A à Z. Une performance de 15 mètres que j'arrive à faire normalement pratiquement sans élan. Mon record étant de 17 mètres. Je perds plus de 100 points. J'étais arrivé aux Jeux Olympiques sans aucun doute. C'est la première fois que je me suis dit non seulement que je perdais énormément de points et que ça allait être difficile de gagner l'or olympique, mais en plus de ça, je me disais surtout que ça allait peut-être être impossible de terminer ce décathlon. Tout venait de s'effondrer dans ma tête, toutes mes chances d'avoir une médaille d'or, etc. Et j'étais obligé de passer devant Nelson à France TV. Beaucoup de gens ont dit que j'ai pété une crise, etc. Mais je suis vraiment désolé. 10 minutes après l'épreuve, je n'avais aucun recul. Et j'ai pas encore eu le petit sursaut de fierté, le petit sursaut de motivation pour me remobiliser pour l'épreuve d'après qui était dans 6 heures de toute manière. Donc j'avoue que quand Nelson m'a posé une question et que j'ai commencé à essayer d'expliquer ce qui m'arrivait, la seule bataille que j'ai eue à ce moment-là, c'est d'essayer de pas pleurer et j'avoue que c'était un petit peu catastrophique. J'ai une personnalité assez bizarre, c'est-à-dire que je peux avoir des gros gouffres, mais qu'au bout de 10-15 minutes, j'arrive toujours à me remobiliser à mort. Et les 500 mètres de marche qu'il y a entre la zone médiatique et la chambre de repos m'ont permis d'avoir ce sursaut et quand je suis arrivé, c'était reparti. Un petit massage, je déconne avec les proches, on commence à parler des anti-inflammatoires. On n'en avait jamais parlé jusque-là parce que comme je vous le disais, j'avais aucun doute sur le fait que je puisse être performant. C'était pas qu'une douleur, c'était un handicap. La douleur, on s'en fout, tant que ça agit pas sur la performance, mais les 3 épreuves avaient prouvé que ça agissait sur ma performance. Donc j'ai pris des anti-inflammatoires pour les épreuves d'après. Malgré ça, tout le monde pense que les anti-inflammatoires ont agi de dingue, et c'est vrai que ça m'a enlevé pas mal de douleurs, mais je savais que le saut en hauteur, inversement par rapport au poids, était l'épreuve qui me ferait le moins mal. C'est une épreuve très explosive, mais lors de l'impulsion, c'est peut-être là qu'il y a moins de tension dans le dos. Et j'avoue que pendant le concours de 100 hauteur, les plus grosses douleurs que j'ai ressenties, c'est quand je retombais dans le tapis, pas quand je sautais. Et au final, ça influait pas sur la performance. J'ai passé un concours de hauteur incroyable. J'ai donc passé 2,08 m avec une énorme sensation. Franchement, c'était incroyable. J'avais l'impression de ressentir mes sauts quand j'avais fait 2,10 m en junior 1 et que je pesais 75 kg et là j'en pesais 84. J'avais pas franchi 2,08 m depuis 2017. Les ascenseurs émotionnels dans le décathlon sont assez énormes et au poids j'avais vécu l'enfer. Et là, j'avais l'impression de renaître de mes cendres, un peu comme le phénix. Et franchement, c'était jouissif de A à Z. La seule chose négative que je peux dire pendant ce concours, c'est que j'ai un peu ressenti mon mollet droit, ma jambe d'impulsion, et que les sensations étaient différentes par rapport à d'habitude quand j'ai une petite tension parce que j'avais pris des anti-inflammatoires.
Après le saut en hauteur, le 400 mètres s'enchaîne assez rapidement. J'ai eu le temps de parler de mon mollet, on n'a pas trop eu le temps de travailler dessus. J'avoue que je suis arrivé au 400 mètres en le sentant un peu, mais il n'y avait rien de grave. Je fais un départ pour m'échauffer. Premier appui de la jambe droite, je sens mon mollet qui se contracte en crampe très rapidement. Donc je vous cache pas que quand on ressent ça, il y a des frissons qui traverse votre corps en se disant si ça m'arrive pendant mon 400 mètres, je vais pas pouvoir le terminer. Donc là, j'ai cherché à relâcher mon mollet droit. Le starter donne ses ordres, je me mets dans les starting blocks et je pense qu'il va pas partir trop fort parce que sinon, ça va partir en crampe et c'est fini. Lors du coup de fusil, je pars donc tout doucement et j'accélère petit à petit, limite en testant mon mollet. Et petit à petit, je sens que ça va. Donc je me dis c'est bon, tu peux y aller. Je me dis, les autres, ils sont loin, mais tu vas les rattraper à la fin, il n'y a pas de souci, vas-y. J'accélère comme il faut, j'ai pas l'impression d'être super lent et j'arrive en faisant un temps catastrophique de 50 secondes et 34 centièmes, je crois. Pire chronomètre depuis 2009 au championnat du monde à Bressanone en cadet. D'habitude, la fin de la première journée est un soulagement. Là, faire plus de 50 secondes, c'était très handicapant au niveau points. Énormément de mal à dormir entre les 2 jours alors que d'habitude, je dors comme un bébé parce que je savais que, à part une énorme remontada le lendemain, je ferais pas premier, mais je ferais surtout pas de podium. Même pas, en fait, c'est ça, je ne pensais même pas au résultat à ce moment-là, je pensais qu'à une chose, il fallait que je trouve un moyen de m'exprimer et prendre plaisir dans ce décathlon. Je veux dire, à la base, je fais pas du tout ce sport pour les résultats. Je m'entraîne, je progresse et cette progression m'amène des émotions et des sensations que je ne vis nulle part ailleurs. Et quand j'arrive aux Jeux Olympiques, un des objectifs que j'ai depuis 5 ans où je sais que ça va être le moment où je vais le plus m'exprimer, il n'y a qu'au saut en hauteur que j'ai pris plaisir et c'est vraiment pas ce que je me souhaitais pour la deuxième journée. J'ai donc très mal dormi cette nuit-là. Je pense que j'ai dormi 2 heures. Niveau fatigue, c'était un peu n'importe quoi, mais bon, quand on est dans un grand événement comme ça, la tension nous fait tenir debout et limite on sent pas la fatigue. Donc j'arrive au 110 mètres haies assez confiant. Je vais à l'échauffement, je fais un tout petit départ et là je sens vraiment mon mollet. Donc je me dis que de toute façon, encore une fois, t'as plus le droit de douter. C'est pas maintenant qu'il faut douter. Si ça pète, c'est pas grave. Donc mets-toi dans les starting blocks et vas-y. Malgré que je me suis mis dans un mode no doute, j'avoue que j'ai fait un départ hyper lent et que j'ai essayé de contrôler la course. Encore une fois, le grain de sable dans la machine a fait que j'ai fait un temps de 14,90, ce qui est pas du tout mon niveau et encore moins en championnat. D'habitude, j'arrive toujours à être proche de mon record en championnat. Il y avait tellement de différence entre les sensations que j'ai eues pendant la course et le chrono que j'ai fait que je commençais vraiment à douter de moi. Mais bien sûr, j'avais pas le recul de me dire il y a un grain dans la machine, on peut pas faire grand chose, essaye de faire ce que tu peux et on verra bien à la fin. On arrive au lancer de disque où je me suis beaucoup mis en confiance. Normalement en championnat je suis très stressé, j'ai peur de mordre parce que c'est un lancer où il y a de la rotation. Mais là cette fois-ci j'avais atteint une certaine maîtrise technique qui me permettait de ne pas avoir peur au premier essai. Et dès le premier essai je fais 48 mètres qui est vraiment pas mal. Mais là encore j'ai l'impression de faire tout comme d'habitude sauf qu'il manquait un petit truc, il me manquait une énergie pour que je fasse comme à l'entraînement, voire beaucoup plus. Et donc je suis resté à 48 mètres, encore beaucoup de frustration parce que c'était le minimum syndical et c'est vraiment pas ce que j'aime faire aux Jeux Olympiques quoi. Arrivé au saut à la perche, pour rien vous cacher, je vais aller très vite, mais ça a été le plus dur concours de ma vie parce que il faisait 40 degrés, un taux d'humidité que je ne connais pas mais qui était au-dessus de 80%. C'était midi, on était en plein soleil et même quand on allait à l'ombre, c'était juste invivable. Et donc j'ai réussi à passer 5 mètres, je sais pas comment, 5,10 je sais pas comment, 5,20 je sais pas comment. J'ai failli passer 5,30. C'est Philippe Dancos et Renaud Lavellini qui me coachaient et j'allais les voir en marrant en leur disant mais je fais n'importe quoi et ils se foutaient de ma gueule en retour parce que je courais pas, je mettais une impulsion à 70% par rapport à d'habitude et mon renversé était pourri, il n'y avait pas de vitesse, je mettais pas les choses dans la bonne direction, c'était catastrophique et à chaque fois que je passais c'était une surprise positive, ce qui m'a permis de rester dans la course à la médaille. Donc là, après la perche, c'est le moment où on parle des points. Si j'avais passé 5,30, ça aurait été beaucoup plus facile, je vous avoue, de passer les 6 heures d'attente entre la perche et le javelot. Parce que j'arrive dans la salle de repos, on en vient à la conclusion qu'il faut que je mette 10 mètres au javelot à Ashley Moloney, l'Australien, et à Pierce Lepage, le Canadien, pour faire médaille d'argent. Donc on attend 6 heures comme ça, bien sûr je suis exténué, mais j'arrive pas à dormir une seule seconde parce que j'entends mon cœur battre sans arrêt en me disant il faut que je leur mette 10 mètres. Leur record c'est à peu près entre 57 et 59, donc
donc il faut que je fasse entre 67 et 69. Vu ce qui s'est passé dans les épreuves précédentes, je suis pas au top physiquement. On est trop nombreux pour lancer et il y a qu'une aire de javelot, donc il y a 2 concours. Ashley Moloney et Pierce Lepage étaient dans le premier concours. Donc je regarde leur premier essai, ils font pas plus de 57 mètres. Je regarde leur deuxième essai, ils font pas plus de 57 mètres. Après, on m'appelle dans la chambre d'appel, donc je vois pas leur troisième essai. Il y a que quand j'arrive à l'échauffement du javelot que je les vois repartir. Bien sûr, je demande pas combien ils ont fait en mode t'as fait combien, j'espère que je vais te fumer, etc. Je vais demander à Jérôme et à Alexandre combien ils ont fait. Ils avaient fait 57, 20 et quelques. Donc il fallait que je fasse plus de 67. Mon premier essai, je pense qu'à une chose, c'est à foutre une énorme chiche. Tu mets la gouache dans ton javelot, tu laisses le côté animal s'emparer de toi et tu penses qu'à une chose, c'est d'envoyer ton javelot le plus loin possible. Simplement quand on fait ça et qu'on est diminué physiquement, tous les temps qui te permettent de créer de la tension sont diminués et j'ai lancé à 64 mètres. Je suis clairement à 4 mètres de me laisser une chance d'avoir une médaille et j'ai tout donné. Et là franchement je commence à paniquer en me disant c'est impossible que j'y arrive. Et c'est peut-être une des choses où je suis le plus fier aujourd'hui dans ma carrière, c'est la mobilisation que j'ai réussi à trouver dans le deuxième essai. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser toute ma rage, au lieu d'utiliser toute mon énergie que je n'avais plus, j'ai utilisé toute ma maîtrise technique qui fait ma force. Je sais pourquoi j'ai battu le record du monde aujourd'hui, c'est parce que j'ai une meilleure maîtrise technique que les autres. Et au deuxième essai, je n'ai pensé qu'à ça. C'est-à-dire, j'ai pensé qu'à allonger les temps qui créent de la tension pour envoyer le javelot. Et c'est clairement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je suis allé beaucoup plus doucement, beaucoup plus dans le contrôle, mais avec beaucoup moins de fautes techniques. Et quand le javelot part, je me dis, il part un peu de travers, c'est pas bon signe. Après, je me dis, mais il monte plus longtemps que d'habitude, donc je me dis, peut-être qu'il est à 67 mètres. Et il monte beaucoup plus longtemps que d'habitude, donc je me suis dit, c'est bon, j'ai fait 69 mètres. Et là, j'explose de joie, je regarde les coachs, j'explose, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que nous, on est au ras de la piste. Vous regardez la télé, vous savez où il est tombé. Mes coachs, ils sont dans les tribunes, donc ils savent où c'est tombé. Mais moi, je sais pas. Donc je me dis, ouais, j'ai fait au moins 69 mètres. Mais alors, quand au panneau d'affichage, 73 mètres s'affiche, mais je crois que j'ai jamais autant explosé de ma vie. Je pars en courant, j'arrache mon dossard. Je saute dans tous les sens, je vais aux tribunes, je saute par-dessus la tribune pour aller câliner mes coachs, etc. C'était un moment énorme. Un des plus beaux moments de ma vie. L'extase retombe, je vais voir Damien Warner, je lui tape la main, il me dit bravo mec. Je lui dis bravo à toi, t'es champion olympique, bravo. Et à ce moment-là, je suis assuré d'être deuxième, je ne peux pas être premier et je ne peux pas être troisième, à part si je cours 5 minutes 20 au 1500 mètres. Vraiment soulagé parce que malgré toutes les difficultés qu'il y a eu pendant ces 10 derniers jours, j'ai réussi à aller chercher une médaille d'argent, la deuxième plus belle médaille dans la plus grande compétition qu'un décathlonien peut faire, donc j'ai quand même vachement sauvé les meubles. Mais il reste à courir le 1500 mètres et j'avoue que le stress commence à monter. J'ai énormément de mal à prendre plaisir au 1500 mètres parce que travailler la résistance du 1500 mètres me ferait perdre de la puissance pour les 9 autres épreuves. Donc je ne travaille pas beaucoup et j'avoue que j'ai plus du tout confiance en moi dans cette course. Mais là, Alexandre me dit quelque chose, t'as rien à jouer sur ce 1500 mètres, essaie de te faire plaisir, pars sur ton rythme de d'habitude à l'entraînement et essaie d'accélérer si tu peux, etc. Je dis, mais il a raison. Pourquoi tu te prends la tête, Kev? Essaye de profiter de ta course et tout, vas-y. Là, je vais dans la chambre d'appel et comme d'habitude, tout le monde a une tête de mort parce que 1500 mètres, c'est... Pour un décathlonien, surtout avec les jambes qui nous restent, etc., pour être honnête, c'est l'horreur. Hein. Donc tout le monde a une tête de mort et moi je suis là à sourire, je me dis putain, moi je vais prendre plaisir, il n'y a pas de souci, je joue rien. Donc j'y vais, je me mets sur la ligne de départ, beaucoup plus relâché que les autres et je pars sur un super bon rythme. Et là, entre le 300 et 400 mètres, je commence déjà à sentir que mes jambes coincent. Et à chaque fois que quelqu'un me doublait, j'essayais de l'accrocher, j'essayais de me mettre dans son dos et j'essayais de le suivre et j'y arrivais pas. Mes jambes ne voulaient pas. J'étais parti dans les premiers, je voulais faire une super belle course, etc. L'horreur jusqu'au bout parce que je me faisais doubler par tout le monde et j'arrivais pas du tout à relancer. Et j'arrive enfin sur la ligne qui stoppe le chronomètre et qui me sacre vice-champion olympique.
C'est un moment toujours unique du décathlon, c'est quand on l'a terminé, cette fierté qu'on ressent, cette cohésion qu'on ressent avec les autres décathloniens et cette fierté qu'on partage ensemble, juste incroyable et juste ouf. On fait un tour d'honneur dans un stade vide, il y a 2-3 personnes qui nous applaudissent et c'est comme ça que se termine la page Tokyo qui a été pleine de rebondissements et plus négatifs que positifs pour en arriver à un résultat quand même dont je suis immensément fier d'être vice-champion olympique. Après cet épisode intense des Jeux Olympiques de Tokyo, je pense qu'il fallait que je coupe longtemps avec l'athlète, donc j'ai pas fait d'athlétisme pendant 2 mois. 2 mois très loin des stades, à faire de la rééducation, mais aussi à faire des activités que j'adore. Et j'avoue qu'au bout de 2 mois, l'athlète me manquait énormément et ça a été un plaisir incroyable de reprendre. Je vais dire non. Ouais. Hop. Et finalement, pour terminer cette année 2021 en beauté, on est parti en stage à La Réunion pour profiter des conditions incroyables d'entraînement qu'il y avait là-bas. Et on a profité d'être là-bas pour faire un beau meeting. Je me suis aligné sur le 110 mètres haies et sur le javelot. Allez, c'est parti, Kevin Mayer, Benjamin Gandhi, Pempus, avec les minutes qui vont essayer de la tenir à la route. Et jusqu'au bout, pour l'instant, c'est très fluide, Kevin Mayer qui s'abat, Kevin Mayer qui va la porter facilement. Et super bon. Je fais un temps de 13,70 sur les haies, ce qui est assez incroyable quand on sait qu'à Tokyo j'avais fait 13,90. Au javelot j'ai fait plus de 69 mètres. Vraiment plaisant de refaire des perfs comme ça. Un super stage qui a bien clôturé l'année 2021 et plein de belles choses en perspective pour l'année 2022. Comme toujours, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre énorme soutien. Vous faites partie de mes performances, vous faites partie du projet. À très vite pour une prochaine vidéo.